Bonjour à tous, cette semaine dans Un Savoir, on décortique les cartes, nos cartes routières, nos cartes géographiques pour comprendre comment elles sont fabriquées. On verra que la carte que vous utilisez tous les jours, la carte de Nantes, a peut-être été fabriquée par votre voisin. Mais d'abord, quelques infos à retenir en bref. Et on commence par ce programme révolutionnaire des cybernéticiens de l'Université de Nantes. Des chercheurs de l'IRSIN, un spécialiste dans les robots, travaillent sur cette main bionique pilotée directement par le cerveau. Enfin, directement, disons que les chercheurs tentent de capter les signaux qui sont émis par les muscles, voilà, c'est certaines personnes qui ont été amputées, qui veulent retrouver l'usage d'une main bionique, peuvent désormais compter sur ces chercheurs de l'IRSIN, coordonnés par Éric Le Carpentier, qui espère arriver dans les années qui viennent à une main qui pourrait être pilotée directement par le cerveau. Donc ça, c'était à l'Université de Nantes. Du 3 au 5 juin, les 24 heures de la biodiversité à Nantes. Donc c'est un peu plus que 24 heures, un week-end entier pour inventorier le plus d'espèces animales et végétales possibles, principalement dans la vallée de la Loire, à Mauves-sur-Loire, Couëron, Nantes, Thoiret. Ça se prolongera le samedi par beaucoup d'animations au Jardin des Plantes. C'est un week-end spécial organisé par Bretagne Vivante. Donc rendez-vous au Jardin des Plantes le samedi et le dimanche avec beaucoup d'animations pour les enfants. On y reviendra sur l'antenne de Télé Nantes, notamment dans l'émission d'Agnès Thomine. Du côté de la Société d'astronomie de Nantes, la SAN, la prochaine conférence ce sera le vendredi 3 juin à 21h30, une conférence d'Hervé Schmitt sur Mars vue par les géologues. Et puis les observations publiques du ciel, les ciels de Nantes, ça reprend le 11 juin à partir de 22h au parc du Grand Blotreau pour un voyage planétaire. Antoine Rich, bonjour, vous êtes notre invité cette semaine. Vous êtes spécialiste des cartes. Alors vous êtes développeur à la base, informaticien. Vous êtes très tôt intéressé aux cartes, à ces cartes sous format informatique. Vous avez travaillé vous avez été formé à l'IGN, c'est ça, dans une école de l'IGN? Tout à fait, oui. Au moins pour la dernière année, pour me spécialiser dans la cartographie numérique, dans ce qu'on appelle l'information géographique. Alors nous, les cartes, ce qu'on en connaît, c'est essentiellement celles qu'on a dans notre boîte à gants, enfin qu'on a eu il y a quelques années encore dans notre boîte à gants, ou celles qu'on utilise aujourd'hui sur nos smartphones notamment, ou sur nos GPS pour nous repérer. On sait rarement comment elles ont été fabriquées, ces cartes, d'où elles viennent, d'où viennent ces informations. Mais je vous propose d'abord un petit retour en arrière pour bien comprendre d'où viennent ces cartes. Et notamment, on va voir ce qu'on appelle les cartes de Cassini. Alors c'est la première carte la plus précise possible qui a été créée à l'échelle de la France. Elle avait été commandée par Louis XV, donc au XVIIIe siècle. Et donc c'est une carte qui a été créée sur 4 générations. C'est ça, il a fallu plus d'un siècle, je crois, pour la terminer. 3 ou 4, oui. 3 ou 4 générations. Voilà. Alors le système utilisé à l'époque, il n'y avait pas d'avion, pas de satellite. On ne savait pas à quoi ressemblait la Terre vue d'en haut. On utilisait des techniques un peu complexes de triangulation. Ce qu'on appelle la triangulation. Canevas géodésique, tout ça, ça nous... Alors, ça me parle, oui. C'est ça lointain vous parle maintenant parce qu'on utilise d'autres méthodes aujourd'hui. Alors les méthodes les plus récentes, notamment celles qui sont utilisées par l'IGN, qu'on connaît tous, l'Institut géographique national, qui est à l'origine de la plupart de nos cartes papier. On prend des avions ou des satellites, on fait des photos. Et ensuite, on les retranscrit sur papier, c'est ça? Ce qu'on appelle des orthophotos. Et pendant tout un moment, l'IGN, en effet, il fait toujours de la création de cartes à partir d'orthophotos, ce qui est vraiment un travail de fourmi. Donc toutes les cartes routières, les cartes Michelin par exemple, ou les cartes topographiques qu'on utilise pour les randonnées, c'était ça? C'était des photos? Il y a aussi du relevé sur le terrain, obligatoirement, pour qualifier les informations que l'on voit sur les photos aériennes. Il y a besoin d'aller sur le terrain pour cartographier ce qui peut être caché par les arbres. Il y a besoin d'aller sur le terrain. Ouais. À l'époque où vous avez commencé la géomatique, à créer des cartes, on était déjà dans la version donc informatique. C'était des fichiers vectoriels, des fichiers informatiques. Et on a vu arriver d'autres acteurs, notamment des géants américains comme Google, quelques années. Bien sûr, c'est des acteurs qui ont révolutionné la cartographie. Alors on voit par exemple ici un exemple d'une carte Google, celle qu'on utilise notamment sur nos smartphones quand on veut se repérer. Il y a d'autres cartes qui arrivent de plus en plus aussi sur nos smartphones. C'est des cartes qui sont siglées OpenStreetMap. Alors vous êtes un spécialiste d'OpenStreetMap, vous êtes un formateur, un des référents dans la région de cette communauté. On va s'intéresser à cette communauté parce qu'on voit de plus en plus ce sigle. On ne sait pas trop ce que ça représente. Alors c'est quoi OpenStreetMap exactement?
Alors OpenStreetMap, il y a plusieurs manières de le décrire. On peut tout simplement le décrire comme le Wikipédia de la cartographie, c'est-à-dire que c'est une carte collaborative qui est créée par une communauté de contributeurs qui définit elle-même comment elle va cartographier le territoire. On peut aussi le définir comme une base de données, parce que quand on ne crée pas directement la carte OpenStreetMap, on crée une base de données géographique à partir de laquelle on peut créer plein de choses. On peut créer plein de cartes différentes, en fin de compte, hein, mais certains s'emparent de ces données-là pour faire des statistiques, pour créer des œuvres d'art, pour faire plein de choses. Mais quel était l'intérêt de créer une autre carte alors qu'il en existait déjà, faite par Google ou par l'IGN ou par d'autres services géographiques de ce type? L'intérêt, c'est que le territoire appartient à tout le monde. Et donc, c'est à chacun de s'approprier le territoire en le cartographiant, en fait. C'est-à-dire que les cartes, par exemple, Google, alors on voit un exemple des cartes qui sont créées par la communauté OpenStreetMap, qui ressemblent évidemment beaucoup aux cartes IGN ou aux cartes Google. La différence de ces cartes, c'est quoi? On peut les réutiliser comme on veut, c'est ça? Alors si je puis me permettre, je pense que c'est l'inverse, celle qu'on voit là, c'est OpenStreetMap, et celle qu'on voyait avant, c'est exact, oui, tout à fait. L'habillage n'est pas du tout le même. Voilà. Et je me suis trompé, j'ai inversé les sous-titres, tout à fait. Voilà. Mais elles sont très ressemblantes, en tout cas. Elles décrivent le même territoire. Après, la grosse différence qu'il y aura, c'est que donc avec OpenStreetMap, on pourra accéder aux données qui vont décrire le territoire plus précisément que ce qu'on peut voir sur la carte. Je prends souvent l'exemple des bancs, ça paraît anodin, mais sur OpenStreetMap, on va pouvoir cartographier les bancs. Et on va non seulement pouvoir indiquer là où ils se trouvent, mais on va pouvoir ajouter des informations qualitatives jusqu'à dire que le banc, il est à tant de place, il a un dossier, il est en pierre, et ce genre d'informations. Et pourquoi l'IGN ne le fait pas? Pourquoi Google ne le fait pas? Ça coûte trop cher ça coûterait trop cher pour cartographier. Il faut savoir que l'IGN, aujourd'hui, n'a plus autant de personnes sur le terrain pour recenser les modifications du territoire. Recenser les bancs n'est pas, de toute façon, pas dans leur prérogative. Alors concrètement, ces bénévoles d'OpenStreetMap, ils font comment? Ils sont derrière l'ordinateur, ils sont sur le terrain avec des bouts de papier, comment ça se passe? Alors il y a plusieurs manières de cartographier sur OpenStreetMap, parce qu'il y a plusieurs sources de données. La source de données qu'on privilégie, c'est vraiment le terrain. C'est d'aller sur le terrain, parce que c'est là qu'on aura le plus d'informations, c'est là qu'on pourra relever le nom d'un restaurant, le type de cuisine, ses horaires, comme je vous donnais l'exemple des bancs aussi. Donc ça, c'est la première source d'information. Deuxième source d'information, ça va être toutes les données qui sont des données libres, des données open data, comme celles qu'on peut trouver sur les portails de Nantes Métropole, du département ou de l'État, qu'on va pouvoir intégrer dans OpenStreetMap. C'est ce qu'on appelle des fichiers, des données géolocalisées, c'est-à-dire on a un tableau avec, par exemple, là vous avez une école et vous avez les coordonnées géographiques. Voilà. Mais pour y avoir même plus d'informations, on intègre également des données qui viennent du cadastre. Les bâtiments dans OpenStreetMap viennent pour la plupart du cadastre, donc avec le pourtour des bâtiments. Et la troisième source de données, ce sont des images aériennes qui, en général, font l'objet d'une convention entre le producteur de l'imagerie aérienne et OpenStreetMap, l'association OpenStreetMap France en France ou la fondation au niveau international. C'est le cas depuis peu avec l'IGN, même si les rapports ont souvent été compliqués avec l'IGN, mais en tout cas... En effet, je vois que vous êtes bien au courant, mais le 20 mai dernier, donc vendredi dernier, l'IGN a signé avec OpenStreetMap France une convention qui autorise les contributeurs OpenStreetMap à cartographier à partir des orthophotos, donc l'imagerie aérienne de l'Institut géographique national. Alors, le plus de cette communauté OpenStreetMap, c'est qu'elle peut se mobiliser à toute heure de la journée, je dirais, et très vite. Mais elle peut aussi se mobiliser sur des week-ends. Alors, vous organisez ce qu'on appelle des cartoparties. On va prendre un exemple. Vous en avez organisé une il y a quelques années, c'était en 2012, à la Garenne-le-Maux. Oui, alors j'étais pas encore impliqué à ce moment-là. Il y avait une cartopartie, en effet, à la Garenne-le-Maux, qui a consisté à cartographier tout le parc. Oui, ce parc près de Clisson, sur les bords de la Sèvre nantaise. Et donc avec tous les sentiers, tous les statuts qu'il peut y avoir, et ça fait l'objet d'une publication d'un jeu de données libres sur le portail. Parce qu'on voit ce qu'on voit sur ces images, c'est qu'à l'origine sur la carte, on voyait juste la délimitation du parc sans savoir où se trouvaient les chemins. Effectivement, pour les randonneurs, c'était un peu compliqué. Donc là, on voit en temps réel presque le parcours des bénévoles qui ont parcouru ce parc et puis qui ont noté donc sur
Alors, il y a plusieurs manières de faire. On peut noter sur des feuilles en papier qui vont... Et voilà le résultat, excusez-moi, je commande juste le résultat. Donc c'est ce plan détaillé avec les chemins, y compris les aménagements à l'intérieur, les bancs et autres. Et alors, il y a deux manières de cartographier sur le terrain. On peut cartographier sur des cartes papier qu'on aura déjà imprimées à l'avance pour donner des repères. Mais sinon, la principale manière de cartographier, c'est le téléphone portable, en fait, c'est-à-dire le récepteur GPS, qui est muni d'un récepteur GPS. Alors, on peut utiliser d'autres GPS, bien sûr, mais l'intérêt, c'est que ça, beaucoup de monde en a maintenant, et qu'il existe une application qui permet de recenser tout ce qu'on voit sur le terrain, de prendre des photos qui seront donc géolocalisées, qui sont une source d'informations très riche pour le moment, on va rentrer les informations dans la base de données. Là où on a beaucoup parlé aussi de la communauté OpenStreetMap, c'est au moment des grandes catastrophes humanitaires. Alors, le Népal, plus près de nous, il y a quelques années en Haïti, au moment du tremblement de terre. Et là, on a vu se mobiliser, en l'espace de quelques heures, ça allait vraiment très vite, des cartographes amateurs, ou parfois professionnels, mais qui, sur leur temps libre. C'est ça, là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment T, au moment où quand il y a une catastrophe naturelle, l'ONU ou les organismes qui ont accès à des données, enfin de l'imagerie aérienne, les mettent à disposition d'OpenStreetMap, qui du coup va mobiliser la communauté à travers d'outils Internet qui permettent d'organiser la contribution pour cartographier une zone. Parce que le problème, juste pour vous rappeler, le problème qui se pose à ce moment-là, précis, c'est qu'il y a une urgence absolue pour les services de secours, c'est d'accéder aux victimes, mais les cartes ne sont pas suffisamment précises, on ne connaît pas les chemins, donc on ne sait pas où passer. C'est ça l'enjeu. Il faut donner des clés aux... Alors il y a deux choses, c'est que les cartes ne seront pas précises, mais du coup elles ne correspondront plus à la réalité. Les ponts auront pu être détruits, les routes sont plus praticables, des bâtiments sont détruits, donc ce travail permet vraiment aux équipes de secours de s'organiser, de voir où elles peuvent intervenir et de s'organiser pour intervenir. Donc ça peut se faire à distance, chacun chez soi peut récupérer les cartes. C'est ce qu'on appelle en anglais le chair mapping, on cartographie de chez soi. Mais ce qui est intéressant dans ces cas-là, et notamment dans le cas d'Haïti, c'est qu'au-delà de l'urgence, qui est de produire des cartes pour les équipes de secours, c'est d'arriver à créer une communauté sur place qui va prendre le relais, cartographier en allant sur le terrain et donc en enrichissant les données. Et c'est ce qui s'est passé à Haïti, c'est ce qui se passe dans d'autres pays, dans des cas d'urgence ou pas. La tentative de cartographier les crises silencieuses au moyen il y a une association qui s'occupe de ça notamment. On a vu qu'en quelques années, donc la couverture, la précision de la couverture par la communauté OpenStreetMap du monde est hallucinante. Alors je ne sais pas si on a vu les images tout à l'heure, on avait une animation de ce qui a été fait notamment en Russie, où en 2007, il n'y avait quasiment aucune information. Et puis en quelques années, les bénévoles se sont mis à rentrer plein d'infos. Et on voyait sur cette animation donc la vitesse à laquelle la carte collaborative, on a l'impression qu'elle est presque plus précise aujourd'hui, notamment sur Nantes, que les cartes classiques, notamment Google et autres. Il y a plus d'informations. En termes du nombre d'informations, il y a beaucoup plus. Est-ce qu'elle est plus fiable ? C'est-à-dire, à partir du moment où c'est des bénévoles, parfois des amateurs, est-ce que moi, je peux me retourner contre les cartographes amateurs si je me perds ? Il n'y a pas d'obligation de résultat. Alors, c'est souvent une inquiétude qu'on peut avoir en utilisant OpenStreetMap. C'est fait par des bénévoles. Un bénévole, il cartographie où il veut, quand il veut, ce qu'il veut. Mais on observe que... la carte OpenStreetMap est mise à jour beaucoup plus rapidement que sur Google Maps ou même par l'IGN. La différence, c'est que l'IGN va, a un cycle de production de cartes qui est plus long, mais va certifier que la carte est à jour, mais elle va produire sa carte tous les 6 mois ou chaque année. Et souvent, les nouvelles routes, les modifications du territoire seront représentées sur OpenStreetMap beaucoup plus vite. Donc c'est un compromis entre... des données certifiées et des données à jour, en fait, compte. Et il y a aussi beaucoup de développeurs qui s'amusent autour de ces données. On va peut-être le voir en images, notamment avec la 3D, c'est-à-dire qu'on peut représenter les bâtiments tels qu'on les voit en hauteur et se promener comme dans un jeu vidéo. Là, on est à Nantes. Alors évidemment, tous les bâtiments ne sont pas habillés, mais là, on voit par exemple le château des Ducs, on voit la Tour Bretagne qui a été habillée, c'est assez bluffant. C'est vraiment de la réalité virtuelle. On a l'impression de se retrouver à Nantes, alors avec un niveau de précision qui va peut-être s'accélérer dans les mois qui viennent. Voilà. Et vous travaillez, Antoine Rich, notamment juste en quelques mots, sur les bâtiments intérieurs pour cartographier notamment les gares. Merci beaucoup, Antoine Rich, d'avoir participé à notre émission. À très bientôt pour un nouveau numéro d'À Savoir.